fait de manière hasardeuse. Tu es tombé dedans quand tu étais petit. Oui, voilà, donc dans la Un famille. peu la Obélix, quoi, dans la Ouais, potion c'est un peu magique. ça, ouais, grâce à ma maman C'est ça. qui m'a mis un peu dans le chaudron, ouais, C'est effectivement. ça. Quand j'étais petit, qui m'amenait très régulièrement à son travail et qui me Mhm. faisait partager effectivement le relationnel avec. Elle travaillait aussi en CAT, donc c'est pareil, mais tiens, voilà, c'est aussi des gens déficients Tout intellectuels à fait. Ouais. qui travaillent en Le CAT. Enfin, en tout centre cas, d'aide là où par elle le travaillait, travail. voilà, là où elle travaillait, c'était des personnes en situation de handicap mental Mhm. également. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir mon ami Ludo. C'est Ludovic, mais on l'appelle Ludo. Tout le monde l'appelle Ludo, c'est plus court. Bonjour. Je me Bonjour. redresse, Tu te redresses, mais sérieusement, pour me présenter. tu es beau quand tu es droit. Ouais. Alors, Ludo, j'ai décidé de t'interviewer aujourd'hui parce que tu exerces un métier. Quel est donc ce métier? C'est toi qui vas me le dire. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Ludo? Moi, je suis simplement un éducateur spécialisé. Simplement, c'est vite dit. En quoi ça consiste, éducateur spécialisé? Éducateur spécialisé, c'est un métier qui est vaste, mais qui vous amène essentiellement à travailler avec des personnes en difficulté ou en situation de handicap, que ce soit social ou médico-social. Et moi, j'exerce aujourd'hui en IMPRO auprès de jeunes adolescents et jeunes adultes en situation de handicap mental, souffrant d'une déficience intellectuelle et de troubles associés. Et tu m'as confié que tu commençais un nouveau projet dans un lycée. Tout à fait. Ça s'appelle une UEE. Oui, une unité d'enseignement externalisé. D'accord. Dispositif qui a donc, on va dire, ouvert ses portes au sein du lycée Roland-Garros qui nous accueille, avec lequel on est en partenariat, de fait, pour cette nouvelle expérience au sein du lycée, pour eux-mêmes et puis pour nous-mêmes également. Depuis le mois d'août, depuis le 19 août, donc ils ont fait une rentrée au même titre que l'ensemble des lycéens. D'accord. Voilà, sachant que c'est un dispositif où un groupe de 12 participants, donc 12 jeunes scolarisés, âgés de à peu près 16 jusqu'à 20 ans, viennent à temps plein vivre leur quotidien au sein du lycée. Mais cependant, par contre, ils bénéficient, eux, d'un enseignement scolaire spécifique. D'accord. Donc ils ne partagent pas les cours avec les autres lycéens, effectivement, puisque le handicap étant ce qu'il est, il ne leur permettrait pas de suivre les cours de tout un chacun au sein du lycée. Mais de fait, ils partagent tous les autres temps de vie du lycée de manière de pleine intégration avec les autres lycéens présents, sachant qu'au lycée Roland-Garros, il y a quand même 2300 élèves. D'accord. Voilà. Donc un des plus grands lycées de France. C'est ce qu'on appelle le milieu ordinaire, c'est ça? C'est le milieu ordinaire, donc dans notre démarche à nous, on appellerait ça plus une démarche inclusive, puisque l'objectif est de sortir nos jeunes des institutions dans lesquelles finalement ils sont accompagnés depuis maintenant des années pour aller leur faire vivre, pour aller les faire vivre dans le monde ordinaire. Voilà, dans un quotidien. Dans un quotidien ordinaire. Comme tout un chacun. Dans ce qu'on appelle le milieu ordinaire, mais j'ai envie de dire, on ne devrait même pas appeler ça le milieu ordinaire, quoi. Ouais, ça m'interpelle, moi dans la aussi, vie en société, quoi, tout simplement. Les termes ordinaires. Oui, parce qu'il faut bien. Il faut bien, on a toujours eu besoin de qualifier les choses. Ce que je veux dire, c'est l'être humain a besoin de qualifier les choses. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on a mis des mots. Mais la tendance va au contraire à présent. On va commencer à sortir un peu de tous ces rictus de vouloir toujours tout nommer, parce que tout doit être nommé, l'ordinaire et la différence, alors qu'aujourd'hui, on se rend compte que finalement c'est plus nécessaire et qu'il va falloir faire un gros travail pour aller dans le sens inverse. Et ça commence effectivement par l'ouverture d'une nouvelle unité d'enseignement qu'on partage d'ailleurs avec une autre association au sein du lycée. Ça commence déjà par ça, sachant qu'effectivement, maintenant il y a beaucoup de classes spécifiques qui sont déjà existantes au sein des écoles primaires, au sein des collèges, les CLIS, les ULIS, qui accueillent déjà des jeunes en situation de difficulté scolaire. Oui. Essentiellement, c'est dans les apprentissages cognitifs. Mais voilà, ça existe, mais ça se fait pas forcément. C'est encore un nouveau dispositif qui s'ouvre et c'est tant mieux. J'ai envie de dire, plus il y aura de classes et d'unités de ce type-là, plus on aura la capacité d'accueillir
de sortir les gens des institutions pour aller leur faire vivre la vraie vie, quoi. Le quotidien. Ouais, la vraie vie, le quotidien, s'exposer aussi, hein, voilà. Oui. S'exposer aussi à la réalité, c'est grandir, c'est mûrir, c'est prendre de la maturité, c'est savoir aussi se protéger. Parce qu'au sein de nos institutions, bon, ils sont beaucoup plus forcément protégés des éléments de l'extérieur, on va dire. Ça veut dire que peut-être ils sont plus fragiles. Enfin, on les qualifie de plus fragiles. Oui. Ils nécessitent un accompagnement, mais après, ce qui est important, c'est de déterminer quel est leur... De toute façon, ils ont tous leur fragilité à leur niveau. Ils sont tous, ils se ressemblent. Il n'y en a aucun qui se ressemble de toute façon. Donc, ils ont cette capacité. Certains ont la capacité d'être beaucoup plus en confiance que d'autres. Et puis d'autres sont plus en capacité manuelle et technique, et ainsi de suite. Et donc ils ont chacun leur capacité, leurs compétences. C'est à nous de repérer simplement quel est réellement leur juste besoin. Comme tout à chacun finalement. Ben oui, je pense que voilà, c'est ce que je veux dire. Nous, même si on se sent en difficulté, on est en capacité d'appeler de l'aide, normalement. Pour d'autres, non. Certains ont la capacité d'appeler de l'aide, et puis d'autres mettent fin à leur jour, par exemple. Donc, et puis finalement, c'est des gens qui vivent dans le milieu ordinaire et qui n'ont pas de handicap forcément spécifique, ou en tout cas repéré. Repéré, c'est ça. Voilà. Et pour autant, voilà. Donc chacun a ses forces et ses faiblesses à sa manière. Donc, et pour eux, pour ces gens qui sont eux par contre en situation de handicap, je veux dire, la différence, elle n'existe pas en réalité. C'est juste il n'y a pas de différence, c'est juste la présence d'un handicap, tout simplement. Rien de plus. Ce que je veux dire, ça ne change rien d'autre. Là, effectivement, on parle de déficience intellectuelle et tout le monde s'accordera à dire oui, mais ça fait quand même une différence. Bien sûr, ça fait une différence. Bien sûr. Mais j'ai envie de dire, souvent, moi je les observe, je travaille avec eux au quotidien, à temps plein. Des fois, je me dis, finalement, est-ce que ce handicap-là leur rend pas la vie plus facile des fois? C'est pas. Voilà. Moi, j'ai l'impression, des fois, quand j'observe des personnes en situation de handicap, qu'ils ont un lien magique avec la vie. Est-ce que toi, tu ressens ça? Ils n'ont pas la même façon d'appréhender le monde que nous. Et parfois, moi, ça m'amène à sourire. Ah oui. Parce qu'il y a une certaine légèreté, si tu veux, dans la façon dont ils vivent les choses. Ouais, voilà. En fait, je crois que tu as bien résumé les choses, c'est de la légèreté. Je pense que. Alors, pas tous. Tous les handicaps n'amènent pas de légèreté. Oui. Je veux dire, il faut pas faire de confusion. Le handicap amène aussi son lot de difficultés. Mais eux, en tout cas, les personnes avec qui je travaille aujourd'hui, ce handicap-là, nous, en tout cas, ce dont on se rend compte, c'est qu'effectivement, ça leur amène beaucoup de légèreté dans beaucoup de choses, finalement, j'ai envie de dire. On les responsabilise, mais à la base, finalement, ils se sentent responsables de rien. Enfin, il y a des choses dont ils ne prennent pas compte. Et finalement, ils s'allègent de beaucoup de choses. Ils ont une vie finalement beaucoup plus simple que la nôtre. Ouais. Quand je nous vois, nous, qu'on se torture mentalement à réfléchir à tout, à ci, à ça. On réfléchissait déjà tout à l'heure, justement. Voilà, même quand bien même dans nos relations, voilà, quand bien même dans nos relations amoureuses, alors qu'eux, ils ont cette faculté, cette facilité à. Eux, ils se regardent, ils se disent juste je t'aime bien et ça y est, ils sont ensemble, quoi. Voilà, il n'y a pas besoin de parade. Et finalement, leur relation, elle s'arrête comme elle a commencé. Ça génère finalement pas tant de souffrance que ça. Ça génère pas. Dans une certaine simplicité, peut-être. Ouais, on est dans des choses simples. Après, ils ont des valeurs d'attachement, il n'y a pas de problème. Je veux dire, ça ne leur enlève pas leur qualité humaine. Mais sur certaines choses, effectivement, ils cultivent, ou alors le handicap leur permet de cultiver effectivement une certaine légèreté sans se prendre la tête. Je pense qu'ils ne vivent pas les choses tout à fait de la... Comme ils n'élaborent pas de la même manière que nous, ils ne vivent pas forcément les événements de la même manière que nous. Je crois qu'ils ont, si je puis dire, eux, ils ont lâché le mental. D'accord. Quand nous, souvent, on se dit, putain, ça serait bien que j'arrive à lâcher le mental un peu. Le petit vélo qui tourne dans la tête. Ouais, voilà, arrêter de réfléchir et ainsi de suite. Et bien, eux, j'ai envie de dire, au moins, eux, ils ont cette... je crois ce plaisir de la vie, c'est qu'ils lâchent le mental, quoi, réellement. Voilà. Tout en étant présents et ainsi de suite, mais... Ils n'ont pas envie d'aller vers cette réflexion, ou en tout cas leur capacité ne leur permet pas d'aller. Et c'est pas plus mal. Tu parlais tout à l'heure du besoin des gens à mettre une étiquette sur les autres, sur les personnes, sur ce qu'ils sont, etc. Tu as certainement été amené à côtoyer les parents ou les familles de ces enfants qui sont en situation de handicap mental. Qu'est-ce que tu pourrais dire d'eux? Comment est-ce qu'ils vivent ça?
Ben, je pense qu'après ils le vivent comme ils peuvent, déjà dans un premier temps. Après c'est vrai que les parents ça reste les parents. Ouais. Euh, donc ils ne sont pas engagés émotionnellement de la même manière que nous. Mhm. Clairement, nous, on a cette capacité à pouvoir avoir ce recul, avoir les outils aussi pour pouvoir le faire. Mais effectivement, ce qu'on se rend compte, c'est que les parents, ils voient beaucoup. Aujourd'hui, ils voient beaucoup plus le handicap que les capacités finalement. Ouais. Pour certains. Tout étant de comprendre réellement, d'arriver à faire la part des choses. De faire aussi le deuil que son enfant soit handicapé pour pouvoir aussi. Mais après, quand on voit aussi le niveau des jeunes qu'on accompagne aujourd'hui, on sait bien qu'ils jouent un rôle aussi capital Oui. dans l'éducation. Mais effectivement, là où c'est compliqué, c'est que, mais comme chacun des parents, sauf que eux, forcément, on comprend bien que c'est majorer encore leurs inquiétudes, parce qu'il y a le handicap. Mais forcément, ils sont ils sont surprotecteurs dans la majeure partie du cas. Qui ne le serait pas en pareil cas, mais je pense que ce qui est important, c'est que il faut aussi qu'ils comprennent, enfin qu'ils entendent, pas qu'ils comprennent, qu'ils entendent, qu'ils ont la possibilité aussi de pouvoir prendre de la distance aussi face au handicap, et puis de regarder quelles sont les capacités de leurs enfants réels, pour pouvoir aussi que dans leur vie familiale, dans leur vie en société hors de l'institution, ils puissent continuer à progresser, en tout cas dans certains gestes de l'autonomie, dans certaines démarches, et ainsi de suite. Or, les parents ont toujours tendance, effectivement, à faire pour eux, ou à faire trop souvent avec eux. À surprotéger, peut-être. On est vraiment dans la surprotection. Après, c'est la surprotection affective, hein. Ça reste des enfants, des parents. Hein. Ça reste des parents, et ça, c'est globalement compréhensif. Mais c'est à nous aussi de faire ce travail-là. Nous qui les accompagnons, travailleurs sociaux, oui, c'est ça, éducateurs. Vous les aidez peut-être aussi Je crois que c'est nous, les travailleurs sociaux, et puis j'ai envie de dire nos institutions, aussi de faire aussi ce travail avec les familles, pour qu'ils puissent aussi mesurer réellement les capacités de leur enfant, parce que dire aux familles, oui, mais votre enfant il peut faire ça, il sait faire ça, il peut faire ça. Le dire c'est une chose, mais qu'un parent puisse le voir de lui-même. Le parent, après, il se sent peut-être pas assez en confiance pour réitérer le geste dans le cercle familial. S'il arrive quelque chose, je ne sais pas finalement. Donc, est-ce que nous aussi, on leur permet réellement de mesurer ces choses-là ? Ça remet en cause leur capacité parentale Pas spécifiquement. Ce que je veux dire, ça remet pas en cause leur capacité parentale, en fait. Je pense que leur capacité parentale, ils l'expriment. Ça vient juste, en tout cas, ça peut avoir comme conséquence de freiner effectivement l'évolution de l'enfant, de leur enfant. Parce que d'un côté, l'institution va amener effectivement à développer, faire confiance, autonomiser à fond, responsabiliser. C'est ton métier. C'est un peu l'objectif quand même, d'amener tout un chacun à pouvoir vivre de manière émancipée et libre sur ces terres. Et d'un autre côté, on a de la surprotection. C'est-à-dire que dans nos institutions, on leur permet de faire, et quand ils sont à l'extérieur, on leur donne pas forcément la possibilité de réitérer les actions que nous on a travaillées, et ainsi de suite. Donc, et pourtant, c'est bien dans le contexte ouvert, on va dire, qu'il faut appliquer, qu'ils vont l'exprimer, et puis qu'il faut qu'ils continuent à l'appliquer. C'est aussi on appelle ça des habiletés sociales. Et les habiletés sociales, c'est en société que ça se développe. Oui, n'est-ce pas? Voilà. La définition, habilité sociale, il y a habilité et sociale. Voilà, donc voilà. Mais bon, après, c'est pas une guerre. C'est à nous aussi de réfléchir à comment mieux renseigner ses parents. Peut-être aux institutions d'organiser aussi des formations, des choses comme ça. Oui. Voilà, pour pouvoir les essayer aider. Je pense que maintenant on s'améliore, on tend à vouloir s'améliorer dans l'accompagnement même du jeune, mais il y a tout un environnement, tout le monde le sait depuis des années. Après ça reste une volonté de tout le monde, je crois, que de faire participer les familles, mais il y a toujours un monde d'écart dans ce qu'on vit dans notre quotidien, c'est-à-dire 7 heures par jour ou 8 heures par jour, voire même un peu plus avec leurs enfants, 5 jours par semaine. Voilà, il y a aussi dans cet accompagnement une histoire qui s'installe entre les enfants et les professionnels, une histoire de travail en fait, parce que ça reste toujours, de toute façon, on est toujours dans une démarche de travail.
Pas du travail forcé, bien sûr, on se sert du quotidien juste pour travailler des choses, hein, on est d'accord. On n'est pas... T'inquiète, je ne ferai pas de mauvaises blagues à ce sujet, je vais éviter. Non, on ne fait pas casser des cailloux. Oui, s'il te plaît. Voilà, du tout. On les fouette pas non plus. Non, même dans notre accompagnement, on se saisit, enfants. voilà, on se saisit de tout. En fait, on vit avec eux tout simplement. Hein, voilà, c'est comme dans une grande famille. C'est comme dans une grande famille, j'ai un peu envie de dire, où il faut de l'organisation et ainsi de suite. Et puis tous ces quotidiens, le nombre qui sont dans le groupe permet de travailler aussi, voilà, toutes ces habiletés nécessaires à pouvoir évoluer de manière adaptée en société, puisque c'est ce que la société quand même nous demande. Bah, tu parles de parents qui peuvent être un peu en décalage avec les objectifs des institutions, à savoir autonomiser les enfants en situation de handicap. Moi, j'ai discuté avec quelques parents et ce qui sort beaucoup de leur discours, c'est que eux sont confrontés à une certaine violence institutionnelle, parfois une incompréhension. J'ai eu le sentiment qu'ils avaient des difficultés à faire reconnaître la place de leur enfant au sein du milieu ordinaire, puisque c'est comme ça qu'on le définit. Toi qui es un professionnel de l'institution, est-ce que tu penses qu'ils dramatisent les choses ? Est-ce que c'est le fait d'être justement parents d'enfants spéciaux, entre guillemets bien sûr, tu vois, qui les font, je sais pas, avoir un regard un peu biaisé sur la situation ? Ou est-ce qu'il y a vraiment une violence institutionnelle et un manque de reconnaissance parfois ? Après, je crois que chacun vit les choses... vit les choses en fonction de ce qu'il est aussi. Donc après, tout le monde a le droit de qualifier. Il y en a eu de toute façon, je pense qu'il y en a eu avant. Il y en a eu avant, ça tend maintenant, on tend effectivement, les choses ont changé, tu vois. Heureusement, les institutions, elles commencent à mieux prendre en compte ça. J'ai senti une vraie souffrance, tu vois, dans le discours de ses parents. Après, il y a l'institution, la difficulté, c'est qu'il y a toutes les institutions fonctionnent à leur manière. Donc après, je ne sais pas aussi à quelles institutions ils ont eu affaire. Bah, l'école, là, en l'occurrence. Bon, voilà, après l'école, voilà. L'école, avec un manque d'assistance de leur enfant, une assistance spécifique. L'école, c'est une institution publique déjà. Oui. Pas forcément... nous, on est plutôt des institutions privées. Associatives. Associatives. Oui, oui. L'école, effectivement, après, je pense qu'il faut être clair, quoi. Dans l'école, il y a des... je pense qu'il y a des mesureurs, on va dire. Il faut rentrer quand même dans une certaine sphère pour pas subir justement cette violence institutionnelle de l'école. Un instituteur, une institutrice qui ne serait Bien pas sûr. formée, pas préparée à je recevoir sais pas. Après, je sais pas des comment enfants. je sais pas comment ils forment à l'éducation nationale. Parce qu'après c'est dans l'éducation nationale, mais c'est dans nos institutions aussi. Ce que je veux dire, il y a pas eu, on fait pas que des super choses, quoi. Il y a eu des ratés aussi dans le travail des familles, mais c'est aussi ces ratés qui permettent aussi de faire prendre conscience petit à petit aux institutions de progresser. Qu'il faut améliorer les choses. Ouais. Oui, concrètement, on part de loin quand même dans le travail social et médico-social. Enfin, je veux dire, quand il y a quand même une entité. On sait d'où ça part quand même, donc ça avec ses bienfaits et ses méfaits aussi de l'éducation telle qu'elle a été menée. Donc on part quand même de très très loin, mais quand même avec une volonté d'aller de l'avant. Maintenant, effectivement, comme c'est ce que je disais tout à l'heure, je répétais un peu, la violence, on la subit à partir du moment où on ne comprend pas les choses, déjà, et où finalement l'institution, qu'elle soit publique ou qu'elle soit privée, explique mal ou n'explique pas assez. D'accord. Et où peut-être ne convie pas assez aussi les parents au sein des institutions. Voilà, aujourd'hui les parents ils sont peut-être pas assez, pour eux il leur manque peut-être de pouvoir venir de temps en temps, voir leur enfant évoluer en atelier pour voir aussi comment... Voir comment ça se passe pour eux. Voir comment ils se comportent aussi en atelier, voir comment nous finalement on anime aussi ces ateliers-là. Pour pouvoir effectivement après transférer ça chez eux. Et puis aussi pour pouvoir avoir un autre regard de son enfant que celui qu'on a, parce que finalement leur enfant ils le vivent où ? À domicile. À la maison, oui. Voilà, ils le vivent à domicile de manière permanente. Donc, et nous finalement on vit leur enfant professionnel au sein de l'institution.
Donc finalement, nous, on ne sait pas ce qu'ils vivent chez eux, et eux, finalement, ils ne savent pas ce qu'on vit avec leurs enfants dans nos institutions, en réalité. On ne leur fait pas un rapport quotidien de toutes les interactions qu'on a. Ce serait compliqué. Bon, déjà, ça serait compliqué, et puis bon, Puis 90 jeunes avec lesquels on a des interactions tous les jours, c'est compliqué d'écrire un mot tous les jours aux parents, il faut être clair. Mais après, bon. Puis l'autonomie, ça consiste aussi en ça, à pas toujours avoir le contrôle sur ce qui se passe. C'est un peu l'objectif, quoi. Si on veut aussi les amener vers l'état d'adulte, les jeunes, il faut aussi les grandir, responsabiliser, qu'eux soient aussi en capacité de raconter leur journée et de dire... ce qu'ils ont envie ou pas, finalement. Voilà, ce qu'ils ont envie, ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils n'ont pas vécu. Comme tous les enfants. Comme tous les ados même, parce que même nous, on est plutôt dans l'âge adolescent quand même maintenant. Les enfants, c'est plutôt un IME. Donc... nous, on travaille quand même avec des adultes, donc il faut quand même, dans une démarche, de les autonomiser et de les responsabiliser. On peut pas. Nous, notre travail, il est aussi de les amener à progresser dans leur savoir-être relationnel, et puis qu'ils captent aussi où ils en sont de leur développement propre. C'est-à-dire, non, aujourd'hui, tu as 18 ans, tu es majeur, tu deviens un jeune majeur, donc t'es pas tout à fait un adulte, mais tu vas commencer à rentrer dans la vie d'adulte. Être adulte, c'est ça. Il faut aussi leur permettre aussi de fixer aussi leur ici, l'ici et le maintenant. Oui, dans ton discours, moi j'ai quand même le sentiment que c'est une démarche qui s'applique à tout le monde et à tous les ados qui grandissent. On leur explique ce que c'est que d'être autonome, ce que c'est d'être adulte, de prendre ses responsabilités, etc. C'est tout à fait ça. C'est ça. Hein. Je veux dire, après... un adolescent, lui, va certainement l'anticiper plus vite, l'assimiler plus vite. Nous, les nôtres, les jeunes qu'on accompagne, les jeunes ados et les jeunes adultes, il va falloir être plus dans la répétition. Voilà, donc l'apprentissage du geste, ou en tout cas de la sécurisation, va demander peut-être plusieurs mois de travail, mais à la fin, le résultat il est le même. Je veux dire, c'est juste que ça demande plus de temps. C'est joli quand tu dis les nôtres, parce que ça traduit un certain attachement finalement. Oui, bien sûr. Ouais, tu es attaché à ces jeunes personnes. On est dans une relation, de toute façon on est surtout attaché à la relation qu'on mène avec eux. Ouais. C'est-à-dire que c'est au travers de cette relation au travers de la relation qu'on développe avec eux, finalement, qu'on peut réellement les amener dans une dynamique de progression et de travail, parce que de toute façon pour eux ça leur demande du travail. Apprendre, c'est du travail pour eux, plus que pour nous. Donc j'ai envie de dire, ils ont plus d'énergie et finalement plus de courage que nous en réalité, parce que eux ça leur demande vraiment du travail pour cette assimilation. Mais pour autant c'est des gens qui baissent jamais les bras. Et c'est au travers de la relation qu'on peut les amener à faire ce travail-là et accepter aussi de faire ce travail-là pour pouvoir s'enrichir d'une nouvelle possibilité, d'une nouvelle liberté. Voilà. Donc effectivement, on est attaché à la relation. Ouais. Après, la personne, forcément qu'on est attaché à la personne. Oui. Je veux dire, on a quand même... Il y a quand même quelque chose de l'ordre d'une forme d'affection, effectivement. D'implication. Ouais, d'implication, oui, c'est sûr, parce que je pense qu'on est impliqué quand on travaille avec des gens comme ça, et puis naturellement, ça se met de toute façon, et puis c'est notre travail, donc c'est... Qui ne s'impliquerait pas dans son travail à partir du moment où il aime son travail? Tu aimes ton travail? Ah oui. Comment est-ce que tu es arrivé à être éducateur spécialisé? Tu veux bien nous raconter? Oh, il va nous raconter s'il veut bien, et vous allez voir, c'est assez extraordinaire. Tu veux bien nous raconter ton histoire, Ludo? Tout simplement, alors je ne vais pas tout raconter, je vais faire assez simple parce que bon, voilà, tout ne vaut pas, mais bon voilà, après une carrière de cuisinier qui a duré quand même plus d'une dizaine d'années, voilà, les aléas de la vie m'ont amené à devoir reconsidérer mes besoins physiques, ma santé, puis d'autres choses aussi, l'envie de faire aussi d'autres choses. Et donc je suis donc revenu chez mes parents, tout simplement, où j'ai eu rendez-vous avec, comme tout le monde, une conseillère au Pôle emploi, ma première, et la dernière d'ailleurs. C'est assez intéressant d'ailleurs, je peux le dire comme ça. Ma première, une fois, j'ai rencontré ma première et ma dernière. Pas trois, une fois. Voilà, j'ai dit que je souhaitais effectivement me réorienter. Et, bon, après voilà, ce que je veux dire, je ne me suis pas réorienté de manière hasardeuse. Tu es tombé dedans quand tu étais petit? Oui, voilà, donc dans la famille. Un peu la Obélix, quoi. Ouais, c'est un peu ça, ouais, grâce à ma maman. C'est ça.
qui m'a mis un peu dans le chaudron, ouais, effectivement. Quand j'étais petit, qui m'a mené très régulièrement à son travail, et qui me faisait partager effectivement le relationnel avec. Elle travaillait aussi en CAT, donc c'est pareil, mais tiens, voilà, c'est aussi des gens déficients intellectuels qui travaillent en CAT. Enfin, en tout cas, là où elle travaillait, voilà, là où elle travaillait, c'était des personnes en situation de handicap mental également. Voilà, et donc j'ai évolué, voilà, elle y a travaillé presque 30 ans, je crois, voilà, voire 30 ans, donc j'ai évolué régulièrement, voilà, dans ce type de relation avec ces personnes en situation de handicap, parce qu'à l'époque c'était ça, c'est comme ça qu'on les entendait. Et puis alors on en entendait des vertébrés pas mûrs, les gosses ils les appelaient quoi. Enfin moi je me souviens, ouais, les gosses, alors que c'était des adultes qui parfois étaient plus vieux que ma mère. C'est ça. Donc voilà. Ils ont un statut d'enfant dans le vocabulaire et les représentations. Eh ben c'est ça quoi. Ben oui, parce que voilà, on leur donne pas, parce qu'on leur donne pas le QI à l'époque. Quand on parlait d'eux, la représentation qu'on avait, c'est qu'ils avaient gardé des QI d'enfants. Donc c'est pour ça qu'on les appelait des gosses. Et pourtant, c'est des conneries, quoi. Enfin, je veux dire, c'est avec une bonne prise en charge, un bon accompagnement. C'était pas des gosses, mais bon, voilà. C'est la tradition du travail social où on met encore des espèces d'étiquettes comme ça. Ça généralise. Mais finalement, bon, alors, c'est vrai qu'il n'y a rien de mal. Mais bon, il faut arrêter, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça qu'on appelle des gens adultes, quoi. Bon, c'est bien, ça a changé, voilà, maintenant ça a changé, heureusement, petit à petit. C'était peut-être affectueux, finalement, avec un peu de recul. Oui, il y a toujours de l'affection, mais après, ça devient une habitude, et puis finalement, ça devient une étiquette. Et ça reste ancré, après. Voilà, après, ça devient une étiquette. Je veux dire, quand finalement, on entend les gens parler comme ça pendant 20 ans, on se dit quand même qu'il y a une étiquette. Là, on n'est plus dans des petits signes d'affection ou des choses comme ça. Il y a quand même un étiquetage qui s'est installé. Je pense qu'il ne faut pas non plus le nier. Mais bon, voilà. Et puis, donc j'ai eu rendez-vous avec cette fameuse conseillère voilà, et puis de l'ANPE, l'Agence nationale pour l'emploi. C'était à l'époque, quand même. Tout à fait. qui m'a cru. Qui m'a en tout cas pris au sérieux dans mon projet. Ouais, tu étais décidé alors. Ouais, j'étais quand même un peu motivé pour essayer de partir un peu là-dedans. Donc je me suis renseigné ce que je pouvais faire avec mon niveau BEP. Et puis elle m'a dit, moniteur éducateur, je savais que c'était peut-être possible. Et puis voilà, du coup elle a appelé des gens pour m'inscrire là dans la foulée sur des concours qui avaient lieu le lendemain. Ah oui. Voilà, le lendemain, ouais. Ah oui, t'as enchaîné. Ouais, voilà. C'était pour toi, quoi. Ouais, donc je suis allé passer un pré-concours, en fait c'était pas un concours direct, mais un pré-concours à Marmande. Donc le lendemain j'y suis allé, je me suis retrouvé devant des tests psychotechniques, le truc que j'avais jamais fait de ma vie, mis à part couper des rôtis, des poulets, enfin je m'entends. Et là je me retrouve devant, et là je me retrouve devant ça, là je fais oh là 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 là. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, heureusement que l'après-midi il y a eu l'oral, et donc à l'oral, bon. Tu t'es exprimé. Ouais, au moins j'ai pu du coup faire valoir un peu plus mon projet, quoi. Et puis bon, on m'a pris au sérieux, et puis du coup j'ai pu continuer intégrer le cursus de préformation pour préparer les concours, voilà, que j'ai passé très peu de temps après finalement, à part une remise à niveau, comprendre ce que c'était aussi que les épreuves des concours de ME. Et puis voilà. C'était moniteur éducateur avant d'être éducateur spécialisé, hein, c'est ça? Bien sûr. Et ça fait combien de temps du coup que tu exerces dans le social, le médico-social? Ouais, les deux, j'ai bossé dans les deux champs parce qu'il y a deux champs, un du champ du social et un du champ du médico-social. Là ça fait depuis, ça va faire 15 ans maintenant. Voilà. 15 ans? Ouais, 15 ans à peu près, ouais. Et qu'est-ce que ça t'apporte au quotidien, dans ta vie? Est-ce que tu éprouves de la satisfaction personnelle, professionnelle? Est-ce que c'est un enrichissement d'être au contact d'enfants spéciaux? Ouais, oui, enfin forcément, ce que je veux dire, travailler, ça enrichit, après, oui. Mais peu importe après le public avec lequel on travaille. Ouais. Il y a forcément, on va dire, il y a forcément des missions sur lesquelles on est, avec certains types de publics qui nécessitent effectivement, où on travaille plus dans l'urgence et ainsi de suite, donc on travaille plus avec la pression. Là aujourd'hui, où je travaille, le plaisir que j'ai, c'est de pouvoir en tout cas accompagner sur plusieurs années ces personnes, les usagers de l'institution. Et c'est juste hyper agréable, c'est confortable et ça permet réellement déjà de pouvoir développer, enrichir une relation sur du long terme. On n'est pas dans quelque chose de consommable là, vraiment ça sort de ça, en termes d'accompagnement et puis de voir aussi progresser réellement la personne sur plusieurs années.
Alors ça quand même c'est effectivement une source de satisfaction. C'est satisfaisant. Voilà, après les jeunes avec lesquels je travaille, je veux dire c'est un plaisir quoi. Je veux dire on arrive le matin, ils ont le sourire, tout le temps quoi. Là où nous on pourrait faire la gueule, ils ne la font jamais quoi. Voilà, donc même si ah vous... bon, on fait la gueule, nous, quand on travaille. de temps en temps, même ah si... bon Non, mais t'arrives un peu... T'as des collègues qui font la gueule. Ouais. T'arrives un peu le matin, t'as le moral un peu dans les chaussettes, ouais. Tu descends de ta voiture, t'as pas fait 15 pas, qu'il y en a déjà 6 qui viennent te dire bonjour, avec le sourire, ça va monsieur, ils te racontent déjà. Ça y est, t'es absorbé dans ta journée, c'est parti, et avec eux, le temps passe à une vitesse folle, parce qu'on s'ennuie jamais, et puis ils sont toujours... Je sais pas, je sais pas comment le dire quoi. Ils sont bien plus présents finalement dans la relation, j'ai envie de dire, que nous quoi. Voilà, la relation elle est simple, elle est basée sur ils ont toujours envie de faire plaisir, je sais pas, je crois qu'il faut aussi vivre ces temps-là avec eux. Ouais. Moi j'ai envie de dire, je préfère presque passer mes journées dans ce que je fais dans mon métier d'éducateur spécialisé, plutôt que finalement d'aller travailler dans un bureau quoi. Oui, Où finalement je saurai jamais ce qu'on pense de moi et ainsi de suite. Moi, je trouve où il y a des faux semblants, le fait de s'adapter aux autres. Moi, je pense qu'en tout cas, dans leur regard de la vie, être en relation avec eux, moi, ça m'enrichit beaucoup plus. J'ai envie de dire que d'aller bosser dans des bureaux ou en usine, comme le commun des mortels. J'ai envie de dire avec des pressions d'objectifs et ainsi de suite. Bon, moi, j'ai pas cette pression-là. Moi, je dois juste être intelligent parce que ils me donnent une part de leur temps, comme on dit. Ils me donnent une part de leur temps, c'est-à-dire on va partager une relation pendant quelques années et puis après ils vont continuer leur chemin. Ce temps-là, c'est leur temps, il leur appartient, donc c'est à moi avec lui d'en faire quelque chose. Voilà, et de l'encourager pour pouvoir se servir de ce temps-là pour évoluer, pour qu'ils s'accomplissent le mieux possible en fonction d'eux, de leur choix, de ce qu'ils ont envie d'être et de faire, tout simplement. Je sais que tu es parent toi-même. Ouais. Tu as 2 jolis enfants, très très beaux enfants. Est-ce que tu trouves qu'il y a une différence entre l'éducation que tu donnes à tes propres enfants et à ces enfants avec lesquels tu travailles ? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de différent, quelque chose de notable entre les deux ? Ou finalement, est-ce que c'est un peu la même chose ? Bon, après, je pense que ça reste quand même 2 choses différentes. On essaie de te contacter, toi, tu es connecté. Ouais. Pour moi, c'est... alors ça reste quand même 2 choses très différentes, bien que je pense que après, on est quand même imprégné de notre métier, on reste quand même dans l'ordre de élever, éduquer. Éduquer, élever, quand je parle d'élever, c'est amener vers le haut. Tout à fait. Donc on est dans la même démarche de toute façon, que ce soit avec nos enfants et avec le public. Donc forcément, moi, dans mes interventions ou dans ma manière mon approche avec mes enfants, je pense que oui, forcément j'ai des réflexes. Ouais. Il y a forcément des réflexes professionnels. Mais après, il ne faut pas que ça soit permanent. Donc on essaye ce qui est important, c'est quand même d'essayer d'avoir une autre approche. Après, c'est pareil, le besoin, on sait très bien qu'avec nos enfants, il ne va pas être le même. Oui. Donc moi, dans ma manière que je vais avoir d'expliquer à mon enfant, je vais pas l'expliquer de la même manière, par exemple, qu'avec un jeune avec lequel je travaille, par exemple. Parce que de cette manière-là, ça sera moins entendable ou moins compréhensible. Donc voilà, forcément, il y a quand même mais il y a des réflexes, forcément. Il y a des réflexes dans les approches, j'ai envie de dire. On n'a pas envie, mais bon. Est-ce que tu es un papa professionnel, finalement ? Bon, non, Est-ce que je dirais pas parce que... éducative, parentale... Non, pas parent professionnel, non. Je pense papa, tout simplement. Parce que dans ma démarche professionnelle... je fais pas de câlins et de bisous avec les jeunes adolescents et jeunes adultes avec lesquels je travaille qu'avec mes enfants. Proximité. Oui, la distance, elle n'est pas la même. Et puis l'implication émotionnelle, elle n'est pas du tout la même. Clairement, c'est pas. Moi, je sens bien que je vis pas les choses de la même manière. En tout cas, du moins émotionnellement. Je dis pas qu'après dans les approches, il n'y a pas de temps en temps, oui, comme je disais, des réflexes. Mais non, après sur le reste du temps, on vit pas les choses avec la même intensité. Heureusement, d'ailleurs. Il y a un détachement par rapport aux enfants avec lesquels tu travailles ?
une implication émotionnelle qui est moindre qu'avec tes propres enfants? Ah oui, Oui, bien sûr, oui, oui. bien sûr. Déjà parce qu'on est des professionnels, Oui. pour commencer. Euh, et que pour pouvoir effectivement être dans une bonne démarche, dans une bonne relation d'aide, euh, la relation de confiance ou la relation tout courte, j'ai envie de dire, on n'a pas toujours le temps de rentrer dans une vraie relation de confiance non plus. Mais la relation en tout cas doit avoir des tenants et des aboutissants. Et les aboutissants, c'est aussi la distance. Ok. Ce que je veux dire, c'est la même distance qu'on a entre toi et moi, quoi. J'ai envie de dire, finalement, on se connaît, mais c'est pas pour autant que là, tu es dans mes bras en train de me faire une interview. Voilà, quoi. Ludo, fais gaffe à ce que tu dis. Donc, non, mais enfin, je veux dire, c'est. Mais t'es coquin, toi. Mais, non, mais ça te permet d'avoir une bonne. Oui, c'est ça, C'est une bonne bonne mesure. Une bonne mesure, Une voilà, bonne au moins. mesure. T'es au clair du coup. Dis merci pour cet Ouais. éclaircissement. Des fois, une bonne image permet de mieux comprendre que de longs discours. Mais alors, si tu me fais perdre le fil, Ludo, ça va pas le faire. Bon, une toute dernière question pour Je t'en toi, prie. Ludo, s'il te plaît. Si, désaltère-toi. Si tu avais un conseil ou une parole, arrête de rire, à transmettre aux parents et aux familles d'enfants en situation de handicap, qu'est-ce que tu auras envie de leur dire? Une phrase, Enfin, une peut-être idée, pas une un phrase, conseil. mais quelque chose, quoi. Si là c'était l'occasion de t'adresser à eux, peut-être pour les motiver ou pour les rassurer, tu vois, quelque chose qui soit dans une démarche positive. Les rassurer, tous les rassurer, ça serait compliqué déjà. Parce que en fait, il y a tellement de parents qui vivent de tellement de situations significatives et tellement variées. Je veux dire, aujourd'hui, mesurer quel est leur besoin, j'ai envie de dire, ils ont tous des besoins individuels en fonction de leur situation. Quel conseil pour tous, j'ai envie de dire, c'est que je pense que c'est ce qui est important, c'est tant qu'ils gardent la sensation de faire le meilleur pour leur enfant. Je pense que déjà, ça les rassure. Oui. Finalement, j'ai envie de dire, il n'y a pas de bons conseils, ils se rassurent eux-mêmes. Tant qu'ils gardent la sensation, et ça, je pense que c'est important. Je pense que c'est important parce qu'au moins ils trouvent de la satisfaction à ce qu'ils font. Et je pense que ça, c'est déjà rassurant pour eux. Et ça leur permet de ne pas être, j'ai envie de dire, immobile face à la situation, ou en tout cas inactif. Et je crois que les parents ont besoin de ça. Et je crois que ça, que personne ne leur dise un jour qu'ils ne font pas bien. Voilà. Qu'ils ne laissent personne en tout cas dire qu'ils ne. Voilà. Qu'ils ne laissent personne dire, finalement, leur dire ouvertement qu'ils ne font pas bien. D'accord. Voilà, en tout cas de ne pas l'accepter. Tant qu'ils ont la sensation, eux, de faire de leur mieux, j'ai envie de dire, le combat il est déjà gagné, quoi. Comme tous les parents, en fait. Ouais, c'est un peu ça, quoi. C'est ça, hein. Donc finalement, voilà, je crois que c'est le meilleur conseil que je pourrais dire. Voilà, qu'ils ne laissent jamais personne leur dire ouvertement. Ça me touche beaucoup voilà, ce que tu dis. Qu'ils ne font pas bien, qu'ils ne font pas bien les choses. Est-ce que je peux m'approprier ce conseil? Voilà. Ah bah oui. Est-ce que je peux le prendre pour moi aussi? Oui, je me Parce que moi aussi je suis parent, tu vois. Ouais, voilà, je pense que c'est. Et des fois, comme tout parent, j'ai des doutes moi aussi sur ce que je fais bien ou ce que je pourrais mieux faire. Dire, voilà, même si la relation parfois est difficile, je pense qu'il n'y a pas un parent qui doit s'entendre dire que voilà, ils font pas bien ou qu'ils font. Non, ils essayent de toute façon, quoi qu'il en soit, et pour eux, je pense que tous dans leur démarche, ils pensent faire le mieux possible. Et ça, je pense que qu'ils en soient sûrs et certains, quoi. Voilà, qu'ils le font de toute façon. Voilà, c'est mieux que rien faire. Merci Ludo. Merci beaucoup d'avoir répondu à cette interview, monsieur Ludo. Merci à toi. Je crois qu'on a frôlé le fou rire. Ouais. Je crois qu'on a évité le fou rire. Hein. T'es coquin. Hein. Voilà, un peu. Hein, un petit comme tout le monde, quoi. Je ne suis qu'un homme. Je ne suis qu'un homme. Et j'espère que ce message de notre éducateur spécialisé favori, en tous les cas c'est le cas pour moi, vous encouragera, vous soutiendra dans votre démarche parentale. Je vous fais des gros bisous. On le répétera jamais assez. Likez, commentez, partagez. Abonnez-vous. Bye bye. Merci.